Le 7 septembre 1944, les GIs de la 5e division d'infanterie américaine arrivent en vue de Dorno. Ils ont pour mission d'établir une tête de pont afin de contourner Metz par le sud. 3 jours durant, ils tenteront l'impossible exploit au prix de très lourdes pertes. Le 10 septembre, le franchissement de la Moselle est réussi en avril. La bataille de Metz peut commencer. On sait qu'elle ne prendra fin que le 22 novembre. Du haut de ces hauteurs, les GIs du 2e bataillon du 11e régiment de la 5e division d'infanterie américaine découvrent la vallée de la Moselle et Metz au lointain. Ils ne se doutent pas, à cet instant, du piège dans lequel ils vont tomber. Une méconnaissance du terrain, des cartes peu précises et incomplètes, des ordres contradictoires de l'état-major et une ignorance des forces ennemies en présence vont conduire à un désastre humain. Le village de Dorno se situe à flanc de coteau, à environ 300 mètres de la rivière. Il est directement sous le feu de 3 forts. Le Saint-Blaise, le Sommy, situés tous deux sur la rive d'en face, mais surtout le fort Drian surplombant Ancy-sur-Moselle, situé presque dans leur dos, et qui de plus ne figure pas sur les cartes en possession des Américains. Tous les accès au village sont encombrés de véhicules appartenant à la 7e division blindée américaine. C'est dans un chaos total que les premiers GI s'engagent dans l'étroite et unique rue du village. Et quelques instants après, une pluie d'obus s'abat sur le village. Cette rue deviendra pour les Américains la rue de l'enfer. Les GI se dispersent et dévalent les flancs de coteau en direction de la Moselle. Certains d'entre eux se sont camouflés le visage à l'aide d'un enduit noir. Les hommes s'élancent sous le feu. Avant la rivière, ils doivent traverser une route, puis une voie ferrée, sur laquelle ils offrent de très belles cibles aux Allemands. Le franchissement a lieu à l'abri d'une passerelle encore visible de nos jours. On aperçoit ici le lieutenant Drake, qui sera tué quelques heures plus tard. Les bateaux arrivent enfin, trop peu nombreux. Les combats font rage. Un homme s'effondre. Les infirmiers secourent les blessés. Beaucoup d'entre eux sont touchés à leur tour. Contournant un petit étang, les premiers hommes de la compagnie F atteignent la rivière à 11h15, sautent dans les barques d'assaut et pagayent sous le feu ennemi, subissant dès lors de lourdes pertes. Ils prennent pied sur la rive opposée et y sont rejoints par la compagnie G, puis la K et par une partie du 23e bataillon d'infanterie blindée. Le 7e régiment du génie assurant les traversées. Ils sont à ce moment-là les troupes américaines les plus proches du Reich allemand. Au fil des traversées, le feu ennemi se fait de plus en plus intense. Des barques coulent avec leur équipage. La compagnie I est restée en couverture. Seuls, quelques mortiers et mitrailleuses couvrent cette traversée. L'artillerie, en manque de munitions, se contentant de tirs à part. Ils ont eu besoin de nourriture et de ravitaillement de l'autre côté. Alors mon sergent et moi, on est venus ici. Il est descendu dans la barque. On avait tendu une corde pour traverser. Et il s'est rendu de l'autre côté. J'ai attendu à peu près une demi-heure. J'ai tiré sur la corde, j'ai fait revenir le bateau. À la lumière du jour, j'ai vu qu'il n'y avait personne dans le bateau. L'histoire, il me l'a racontée après. Quand il a amené la nourriture de l'autre côté, il l'a déposée sur la rive. Mais soudain, il a entendu les Allemands qui venaient le long de cette rive. Et ils ont commencé à trouver les provisions et à ouvrir les paquets. Mon sergent, il s'est laissé glisser dans l'eau pour se cacher. Il y est resté longtemps et il ne revint finalement que quand la tête de pont fut évacuée. Juste ici, je vais vous montrer. Quand il y a eu le dernier voyage avec des prisonniers allemands qui étaient blessés, on a mis une barque à l'eau à cet endroit et nous avons commencé à faire traverser l'étang. Soudain, ce fut l'enfer. Les obus explosaient tout autour. J'ai sauté de ce putain de bateau. Excusez-moi. J'ai sauté du bateau et finalement on a tiré le bateau en suivant la rive pour l'amener vers le coin le plus éloigné. Et quand on a atteint ce point, des obus de mortier ont explosé sur le bateau.
Heureusement, j'étais hors du bateau, et comment je m'en suis sorti, je ne sais pas, parce que c'était vraiment un enfer. Et en plus, il m'a fallu encore 2 heures pour me sortir de là. Il n'existe pas d'image pour le reste de l'opération. On sait seulement que les Américains avancèrent en direction du fort Saint-Blaise en fin d'après-midi, sans presque aucune opposition. Arrivés à la nuit tombée au pied de leur objectif, les Américains sont perplexes. Le fort est ceinturé de profonds fossés. Il est imprenable. Quand nous sommes arrivés par ce côté après avoir escaladé la colline, nous ne savions pas qu'il y avait un fort. On a vu des fils de fer barbelés et un profond fossé. C'est là qu'on a réalisé qu'il y avait des fortifications. En nous approchant, le lieutenant Drake a vu un soldat allemand allongé qui était blessé. Il s'approcha de lui pour lui parler, et un sniper lui plaçait une balle entre les 2 yeux. Il l'a tué tout net. Après cela, nous nous sommes demandé, que pouvons-nous faire contre ces fortifications? Alors, on nous a demandé de reculer de 200-300 mètres, et une fois repliés, on a appelé l'artillerie et l'artillerie tira, mais sans résultat. Comme vous pouvez le voir, sur cette tourelle, l'artillerie a été totalement inefficace. J'étais avec le lieutenant Drake. Il était plus près de moi que vous ne l'êtes vous-même en ce moment, quand j'ai entendu un coup de feu. Je me suis tourné vers lui et il a pris une balle entre les 2 yeux. 2 soldats allemands se trouvaient non loin sur le chemin. Après ce coup de feu, il mourut sur le coup et les Allemands disparurent. Tout se détériora à partir de ce moment. D'un seul coup, l'enfer se déchaîne. Les GIs sont pris en tenaille par les Allemands de la 17e Panzer Division, qui s'étaient jusqu'alors camouflés. Assaillis sur leurs flancs, leur position est intenable. Submergés en ombre et puissance de feu, les Américains se replient tant bien que mal, abandonnant là de nombreux blessés et tués. Au bas de la côte, il leur faut traverser la route. Cet endroit découvert deviendra un piège mortel, balayé par les tirs des mitrailleuses allemandes qui la prennent en enfilade. Les survivants se retrouvent dans un petit bois adossé à la Moselle, établissant une ligne défensive en forme de fer à cheval. Ainsi commence pour eux un calvaire de 60 heures, qui marquera à jamais la tête de pont de Dorno, et écrivant là une page héroïque de l'histoire de la 5e division. Encerclés, les survivants s'enterrèrent, repoussant les incessantes vagues d'assaut allemandes. Terrés dans leurs trous, épuisés, manquant de sommeil, les GIs se battent jusqu'à leur dernier souffle. Les morts et blessés se comptent par dizaines, par centaines. Au moment où je suis sorti du bois pour me positionner dans le champ, je ne voyais rien, mais soudain j'entendis un bruit de moteur. Et je me dis, d'où vient ce bruit de moteur? Je vois rien. Et soudain, je l'ai vu. Un char Tigre, camouflé. Donc très difficile à voir, environ 50 mètres. Et il avait sa mitrailleuse pointée sur moi. De plus, il tourna sa tourelle et pointa son canon vers moi. Ouais, je n'avais que mon fusil avec moi. Avec sa mitrailleuse tournée vers moi, et ma chance de survie était minuscule.
Aussi, j'ai tourné les talons et j'ai couru le plus vite possible. Et bien sûr, je pouvais rien faire contre Stank. Et il a commencé à tirer. Les balles sifflaient de tous côtés, puis le canon tira. Et j'ai presque vu l'obus sortir du canon, droit vers moi. Comment j'ai pas été touché, j'en sais rien. J'en sais rien. Je considère cela comme un vrai miracle. Je pense qu'à ce moment, Dieu fut vraiment à mes côtés. Le matin du 10 septembre, je fus chargé de ramener des blessés bloqués dans la tête de pont. Il y avait une seule barque d'assaut sur la Moselle. Une corde était tendue d'une rive à l'autre. Le génie avait mis ce bateau à l'eau pour ramener ses blessés, mais ils étaient restés rassemblés sur l'autre rive et aucun n'avait pu être traversé. Aussi, je me suis déplacé par moi-même sur place pour tenter de les ramener. J'ai passé un coup de téléphone au capitaine Jack Jerry sur l'autre rive. Je lui ai dit, mettez les blessés dans la barque, nous la ramènerons ici avec la corde. Et ceux qui ont besoin d'aide, on les aidera à remonter. Je les aiderai moi-même à escalader la rive. Et si certains d'entre eux peuvent marcher, je leur dirai de courir vers l'antenne médicale. Il fallait courir dans cette direction. Et quand j'ai ordonné « Ok, allons-y », les barques sur l'étang étant prêtes, tout le monde s'est mis à courir à partir d'ici. Et alors on a réussi à transporter tous les blessés à l'arrière. J'étais heureux, j'avais ramené tous les blessés. En même temps, les tirs d'artillerie tombaient sur nous. Des obus explosaient devant et derrière. Et j'étais en train de parler au capitaine Jerry au téléphone quand un obus est tombé sur moi. Nous utilisions une seule barque sur l'étang pour emmener les soldats qui avaient besoin d'aide de l'autre côté. Il y avait 2 hommes assis dans le bateau, pratiquement à mes pieds. Et l'obus qui m'a touché les a tués tous les 2 sur le coup. Colonel Ewell, who was our regimental commander, was a man who tried to take care of his men. Le colonel Ewell, qui commandait notre régiment, était très humain avec ses hommes. Il avait bien compris qu'il était impossible de maintenir cette tête de pont. Il appela donc le général Irwin pour lui demander la permission de repli des hommes du 11e régiment. Le général Irwin refusa, et comme résultat, le colonel Ewell fit démis de ses fonctions. Après que nous ayons creusé notre trou, il a semblé que nous devrions rester là pendant un certain temps. Aussi, il fallait creuser le trou le plus profond possible. Mais en même temps, les Allemands bombardaient le bois. Aussi, pour nous protéger, nous devions couper de petits arbres pour couvrir notre trou. J'ai coupé quelques arbustes avec ma baïonnette. C'était le seul outil que j'avais. Puis j'ai recouvert le tout avec mon impair et puis de la boue. On avait coupé les plus petits arbres pour couvrir nos trous. Et la plupart des gros arbres avaient été bombardés par artillerie allemande. Aussi, après quelque temps, 2 jours dans le bois, c'était devenu indescriptible. On voyait plus que des troncs d'arbres hachés. Quand les ordres sont arrivés d'abandonner la tête de pont et de se replier du mieux que nous pouvions,
on nous ordonna de jeter tous nos équipements dans la rivière. Et quand j'ai parlé à mon meilleur ami qui avait décidé de traverser la Moselle en nageant, même si nous savions que nous n'étions ni l'un ni l'autre de bons nageurs. Et lorsque le moment vint d'abandonner la tête de pont, j'ai perdu le contact avec mon ami Pete Tyson. Je suis donc descendu vers le rivage par mes propres moyens. Il y avait un énorme remue-ménage à cet endroit. Des compagnons attendaient un bateau, certains traversaient la nage. D'autres revenaient parce que l'eau était trop froide ou qu'il y avait trop de courant, en disant qu'il y en avait beaucoup qui étaient en train de se noyer. Le troisième jour, ils nous disent que nous ne pouvons pas tenir plus longtemps et que nous devons retraverser la rivière à la nage. Ils ne se sont pas inquiétés de la façon dont nous pouvions retraverser. Et il y avait quelques bateaux, mais trop peu. La rivière n'était pas très large, mais ça faisait 3 jours que je n'avais pas dormi. Et après 3 jours sans sommeil, vous êtes plutôt crevé. À la tombée de la nuit, ils nous ont dit de jeter tout notre équipement dans la rivière. J'ai tout jeté, sauf mon caleçon. Puis j'ai commencé à nager. L'eau était très froide et je me demandais si j'allais pouvoir le faire, fatigué comme j'étais. Mais enfin, ça a marché. Finalement, le 10 septembre au soir, l'ordre de repli est donné. Tous les équipements sont jetés à la Moselle. Peu de barques sont disponibles. Les meilleurs nageurs aident leurs camarades. Beaucoup de jeunes soldats se noient, victimes du courant et du froid. Des barques sont coulées avec leurs équipages. La corde tendue au travers de la rivière se rompt, envoyant une mort certaine les GIs qui s'y accrochaient. Ainsi, pendant 60 heures, une poignée d'hommes parvinrent à fixer les troupes ennemies sur cet endroit, permettant à leurs camarades de préparer, 3 km plus au sud, l'établissement de la tête de pont d'Arnaville. Le bilan de la traversée de Dorno est très lourd. Sur 1200 hommes ayant traversé, 945 sont tués, blessés ou portés disparus. Le bois du fer à cheval a vu couler beaucoup d'eau depuis que le 2e bataillon y vécut des heures tragiques il y a 58 ans. Mon souvenir le plus fort de Dorno est l'incroyable courage, l'altruisme, le dévouement, le sens du devoir dont firent preuve les héroïques jeunes hommes du 2e bataillon et leurs unités de support. Ils se battirent, tous se battirent sur les 2 rives tellement dangereuses de la Moselle. Ewell, Irwin, Walker, Patton, Bradley, Eisenhower ont tous disparu. Je reste donc le seul survivant de cette chaîne de commandement. Aujourd'hui, les vétérans du 2e bataillon restent extrêmement fiers de ce qu'ils ont fait ici. Je sais qu'aucun d'eux n'a de regrets. Malheureusement, le moule dans lequel ces hommes ont été conçus est à jamais brisé. Dans les années 90, une boussole fut retrouvée par un promeneur sur les bords de Moselle. Après identification, l'ancien GI Norman Rifkin fut invité à venir récupérer son bien. Il refusa l'objet, s'il vous plaît, gardez-la en mémoire de mes camarades qui ne sont jamais revenus. Souhaitant qu'il reste à proximité de l'endroit où tant de ses camarades avaient disparu. À Arnaville, la traversée fut bien mieux préparée.
Réalisée de nuit, elle surprit totalement les Allemands. Le colonel Bell, missionné par le général Irwin, obtient de nombreux groupes d'artillerie, ainsi qu'une compagnie chimique fournissant un épais écran fumigène. Les barques sont en grand nombre, ainsi que des tanks destroyers. L'opération est lancée dans la nuit du 9 au 10. Les objectifs fixés, à savoir les hauteurs du village d'Harry, sont atteints dans la journée. Harry, plusieurs fois abandonné et réoccupé, conquis définitivement le 15 septembre. En une seule journée, celle du 11, plus de 1000 coups d'obus sont comptabilisés. Les Allemands tenteront à plusieurs reprises des contre-attaques. Ils seront repoussés à chaque fois. Ils bombarderont sans arrêt les ponts en construction et de nombreux hommes du génie américain perdirent la vie. Mon nom est Isaac Harold Story. J'étais chef d'une section de 8 hommes, compagnie C, 10e régiment, 5e division d'infanterie américaine. Ma mission fut d'amener ma section vers le sommet de la colline, après que nous ayons traversé la rivière en barque et avant qu'un pont de bateau ne fût temporairement mis en place. La nuit tomba et nous essayâmes de rassembler nos hommes éparpillés. Notre commandant en second, j'étais alors officier junior, prit quelques gars avec lui pour tenter d'entrer dans Harry. Les Allemands déclenchèrent un déluge de feu qui blessa la plupart des hommes, tua notre commandant et blessa un autre officier qui était à ses côtés. L'un des officiers, qui était le suivant sur la liste à devoir commander, était tellement terrifié qu'il ne pouvait plus bouger. Nous avons été obligés de le laisser sur place, à l'endroit où il était, complètement paralysé. Sur environ 155 hommes que nous étions au départ, nous n'étions plus que 43 à nous cacher dans le bois. Pendant les 2 ou 3 jours où nous étions cloués là, nous pensions que notre groupe d'artillerie manquait cruellement ses cibles et nous bombardait. Mais en fait, nous étions sous le feu des batteries du Fort Drian, qui offrait une vue imprenable sur nos positions. Ils nous tiraient dessus, nous faisant penser que c'étaient nos propres artilleurs qui nous bombardaient. Every river crossing was like a D-Day. Chaque traversée de rivière était comme un jour J. Ce qui fut le plus dur à Arnaville, c'est que dans tout le secteur, tellement d'amis ont été tués. Ça a été vraiment dévastateur. A cloud of smoke rolls out from ingenious machines on the shore to screen the bridge. Le 15, on considère que la tête de pont est solidement ancrée. Patton et son état-major vont de l'avant,
et ordre de donner d'avancer sur la Seille. Le bilan de l'opération d'Arnaville est presque aussi important qu'à Dorno. 24 officiers et 674 hommes sont morts ou blessés. Food and ammunition move first over the one-way bridge. Trucks carry supplies for every soldier heading into battle, along with petrol and shells for every tank rumbling over the flood. But the foot soldiers carry the brunt of the battle in the tricky terrain between the Moselle and Germany. Si la traversée de la Moselle et les batailles lorraines n'ont pas retenu l'attention des producteurs de cinéma, comme le débarquement en Normandie, la bataille de Bastogne ou la traversée du Rhin, elles ont malheureusement laissé sur la terre lorraine plus de morts que sur ces autres champs de bataille. 2 des 5 cimetières américains de la Seconde Guerre mondiale se trouvent en Lorraine. Celui de Saint-Avold en Moselle, le plus grand cimetière américain de cette guerre en Europe, a reçu 26 000 corps pour en garder 10 489. De nombreux libérateurs américains, depuis la fin de la guerre, y sont revenus pour se recueillir sur la tombe de leurs camarades. Ces jeunes hommes, ces types qui distribuaient des cigarettes blondes, ou des chewing-gums, ou encore des oranges, en rigolant ou en demandant de la mirabelle et des pommes de terre, qui avaient pris une adresse, qui avaient juré d'écrire, que l'on attend encore, qui ne sont jamais repassés. Certains de ces hommes n'ont d'ailleurs pas de tombe, ni ici ni outre-Atlantique. Leurs restes sont au fond de la Moselle, dans la glaise d'un petit bois, sous une fondation en béton, sous une route goudronnée.